Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Dans le cadre des journées commémoratives de l'an 2 de la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une centaine d'auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique qui porte son nom effectuent leur sortie. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Méliette Koné. Il y a eu passage de flambeau à l'occasion. Le récit de cette cérémonie à suivre en début de journal. Arrivée hier vendredi dans la soirée en Côte d'Ivoire de Miss Monde, Miss Carolina Bilauska, présente dans le pays pour prendre part à la finale du concours Miss Côte d'Ivoire édition 2022 qui se tient ce soir. Qui héritera de la couronne de Olivia Yassé, fierté ivoirienne du continent africain? Réponse dans la soirée au terme de ce concours de beauté. En Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, après avoir renoncé à sa mobilisation du 23 juin dernier, attend de la CEDEAO qu'elle pèse de tout son poids afin d'obtenir un délai raisonnable de la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Voici bientôt 2 ans que nous quittait l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, grand serviteur de l'État, symbole de fidélité et de loyauté, homme politique aguerri, en mémoire de ce qu'il a été, de son engagement politique et des valeurs qu'il incarnait. Un institut de formation politique porte son nom dans le cadre des journées commémoratives de l'an 2 de sa disparition. Une centaine d'auditeurs issus de la première promotion de l'Institut ont effectué leur sortie en présence du vice-président de la République. La première promotion, passant ainsi le flambeau à la seconde, c'était au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Abdoulaye Koné nous en parle. Remise symbolique de parchemin à 94 auditeurs, tous issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie de ce jour est le point de départ des journées commémoratives de l'an 2 de la disparition de l'ancien Premier ministre. Nous avons eu près de 4000 candidats pour 150 places et que sur les 150 jeunes qui ont été sélectionnés, seulement 94 ont satisfait positivement l'évaluation qui a été faite. L'homme aura marqué les esprits par sa générosité, sa loyauté, son humilité et surtout son excellence. Ses qualités étaient reconnues au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours aussi été frappé par l'écoute et la bienveillance, l'attention à toutes les idées et en même temps l'extrême rigueur de quelqu'un d'extrêmement compétent. Donc des paradoxes étonnants, mais au fond tout naturel. On peut être un homme de rigueur, un grand ingénieur, un grand bâtisseur, et on peut être un homme simple et à l'écoute. Des témoignages des plus poignants, dont celui du chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi, proche collaborateur d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon reste un exemple pour nous tous. Il incarnait le service de l'État et la loyauté. Il a été tout pour nous. Il a dédié sa vie à la Côte d'Ivoire, à servir le pays, à agir pour le bien commun. C'était un homme de principe, soucieux de l'unité nationale, du rassemblement collectif. Il se sentait à l'aise aux 4 coins de notre pays, héritier d'une grande famille. Dans la lutte essentielle pour le développement économique, pour la construction d'une nation, il faut du leadership, des femmes et des hommes de qualité pour servir l'État au plus haut niveau et affronter les défis qui nous attendent aujourd'hui et surtout demain. Il faut toujours, pour lui, exceller. C'est devant le vice-président de la République que la promotion sortante en 2021 des auditeurs de l'IFP-AGC a passé le témoin à une nouvelle vague qui viendra s'inspirer de l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly. Une convention de partenariat a été signée entre l'IFP-AGC et le RHDP afin de relever le défi de la formation d'élites politiques. Abidjan accueille depuis hier vendredi la COP des villes sur le réchauffement climatique. La cérémonie d'ouverture des travaux eut lieu en présence du vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, qui représentait le président Alassane Ouattara. C'était au Palais de la Culture de Treichville. Jérôme Kofi Aboula. La COP des villes, un autre événement capital qu'Abidjan a encore l'honneur d'accueillir après celui très récent qui a marqué la COP 15 sur la désertification. Ouverte ce vendredi au Palais de la Culture à Treichville, la COP des villes vient comme une contribution des villes à la recherche des voies et moyens
face au réchauffement climatique. L'initiative est de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Le défi du siècle, c'est le défi climatique qui conditionne tous les autres. Donc, cette COP des villes, elle a pour vocation de réunir les États, réunir les villes, les collectivités, les scientifiques, les ONG, les jeunes qui doivent pas simplement être là dans nos pensées comme nos enfants, mais être là à la table des discussions. Et c'est cette coalition-là qui doit faire bouger les choses. C'est cette coalition-là qui doit s'imposer pacifiquement par la raison, par l'étude, par la recherche de solutions communes et pas par la guerre, la violence ou la prédation. C'est ce travail-là que nous devons faire. Le choix d'Abidjan pour abriter cette rencontre n'est pas inopportun. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de la dite ville, Robert Begré-Mambé, par ailleurs secrétaire général de l'AIMF. La réalité de l'impact des effets des changements climatiques sur les villes et sur leurs habitants est bien perceptible. Ce sont, entre autres, la pollution de l'air, les îlots de chaleur, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation fréquente des inondations. La mesure que nous devons prendre au niveau de la gestion de nos villes, c'est de permettre à chaque ville de se doter d'un plan climat. Grâce au C40, Abidjan a déjà son plan climat avec de nombreuses actions mises en évidence avec le concours du ministère de l'Environnement et le soutien très fort de Monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. Abidjan a son plan climat que nous allons commencer à mettre en application. C'est le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, qui, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a présidé l'ouverture des travaux. Il a saisi l'occasion pour rassurer quant à l'engagement total de la Côte d'Ivoire à lutter contre ce phénomène qu'est le réchauffement climatique. Face au défi du changement climatique, l'urgence conduit les États à améliorer les décisions et engagement en vue de trouver des solutions à l'équilibre de notre planète. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a revu à la hausse ses ambitions dans ses dernières contributions déterminées au niveau national, CDN, et adoptées récemment par le gouvernement. Ainsi, à travers l'accélération des réformes forestières, foncières et énergétiques, le gouvernement ivoirien porte ses contributions à plus de 30%, contre un niveau de 28% en 2015 à l'adoption de l'accord de Paris. La rencontre d'Abidjan est pour vous l'occasion d'adopter une position commune et forte pour faire entendre la voix des villes. Il vous faudra apporter des propositions nouvelles dans la lutte contre le réchauffement climatique et garantir ainsi un avenir meilleur aux générations actuelles, mais surtout aux générations futures. Sur les bords de la lagune Ébrié, les participants à la COP des villes vont passer 3 jours. 3 jours de réflexion ou d'échange d'expériences fondées sur des données probantes, inclusives, voire intégrées, et n'appartenant qu'aux villes, considérées d'ailleurs comme des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique. Direction le Sénégal, présent à Dakar sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, en vue de prendre part à la clôture de la 13e législature du Parlement sénégalais. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a été reçu en audience par le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, au cœur de leurs échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Reportage. Palais présidentiel de Dakar, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, reçu en audience par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, l'accompagne pour l'occasion. Avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une forte délégation de parlementaires ivoiriens
représentant les différentes obédiences politiques qui siègent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités se connaissent bien. Une audience marquée du sceau de la fraternité et de l'amplification de la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre est le prolongement des relations, de l'excellence des relations qui existent entre nos deux chefs, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall. Nous avons eu un entretien qui a parlé donc de la fraternité, du renforcement du pont qui existe déjà entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais qui prend sa source dans l'histoire, depuis le président Senghor et le président Faure. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall sont deux leaderships qui permettent donc à la Côte d'Ivoire et au Sénégal de se définir comme étant la force motrice de la sous-région. Et donc, cette rencontre des deux parlements, qui obéit à l'invitation qui m'a été faite par le président Moustapha Niasse, est une invitation qui vient donc s'inscrire dans cette dynamique de renforcement de l'axe Abidjan-Dakar pour être aussi comme l'axe Paris-Berlin. Au terme de cette audience, avec le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, et la délégation qui l'accompagne, ont mis le cap sur le Parlement sénégalais afin de prendre part à la session de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale sénégalaise. Et retour en Côte d'Ivoire, à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistré hier vendredi 1er juillet 2022 108 nouveaux cas de Covid-19 sur 1575 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 63 guéris, 0 décès. À la date du 1er juillet 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 83 571 cas confirmés, dont 82 233 personnes guéries, 805 décès et 533 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 552 116. Le 30 juin 2022, 37 098 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 867 378 doses. Du 1er mars 2021 au 30 juin 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Suivons à présent cette excursion, cette randonnée écologique organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour l'environnement à la réserve naturelle de Dahlia-Fleur à Abata, dans la commune de Bingerville. Une marche à pied en pleine nature qui aura permis aux experts du ministère et de l'Office ivoirien des parcs et réserves d'échanger avec les participants sur cette randonnée sur l'état des lieux du couvert végétal et la biodiversité, les actions entreprises en vue de leur sauvegarde ainsi que les progrès bien réalisés dans ces domaines ces dernières années en Côte d'Ivoire. Patricia Mouetia nous en parle. 3 kilomètres à pied dans la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Pour ces amoureux de la nature, l'occasion est toute trouvée pour se ressourcer et profiter des bienfaits de la nature. Nous sommes face à 3 crises essentielles, la crise climatique, la crise de la nature, la crise de la pollution et des déchets. Et donc, tout part des modes de consommation et de production durable et donc de l'importance de la nature. Un parc magnifique. Avec une faune et surtout une flore qui est à l'état naturel et qui mérite de continuer à être préservée par les institutions qui le font. Déclarée domaine d'utilité publique, la réserve de Dahlia-Fleur est constamment sous surveillance par les agents de l'OIPR. Les agents dorment ici 24 heures sur 24 pour pouvoir surveiller la réserve. Sensibiliser surtout la jeunesse sur l'importance de la protection de l'environnement, leur faire découvrir la réserve de Dahlia-Fleur. Kodei Nyaoré, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, a insisté sur la préservation de l'environnement. Cette randonnée aussi a pour but d'amener, de sensibiliser les populations et notamment donc les jeunes à la nécessité de sauvegarder l'environnement de façon générale. La randonnée a enregistré la participation des agents du ministère de l'Environnement, des partenaires techniques et financiers,
des ONG, de la société civile et des associations de jeunes et des étudiants. Elle vient clore la célébration de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Le sujet qui va suivre dans un instant apportera certainement réponse à une question que plusieurs se posent. Question liée à l'épanouissement des personnes touchées par l'albinisme. L'albinisme, qui, rappelons-le, est une anomalie qui se caractérise par l'absence de mélanine dans l'épiderme de l'homme, ce qui provoque la couleur de peau plus claire avec des cheveux roux. En raison de leurs différences, les personnes d'albinos sont confrontées à la stigmatisation et aux frustrations quotidiennes. Mais face à ce qui pourrait bien représenter un frein à leur épanouissement, certains d'entre eux répondent « Oui, il est possible d'être albinos et de vivre une vie épanouie malgré les préjugés ». Un sujet proposé par Khalil Diomandé dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Dikoko Comedy Club, commune de Cocody, il est 20h30. Falache, jeune humoriste albinos, se prépare à monter sur scène. C'est son premier one-man show. À travers l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Donc à travers l'humour, moi je fais de la sensibilisation autour des personnes atteintes d'albinisme. 1h30 de spectacle, Falache a réussi à tirer son épingle du jeu. Oh monsieur. Le public affiche sa satisfaction, les organisateurs aussi. Artistiquement parlant, il a assuré. Mais moi, ce qui m'a plus plu, c'est qu'il a su défendre la couleur de sa peau. Je viens de France, et en France, il y a beaucoup moins d'albinos, j'ai l'impression, et je ne savais pas qu'il y avait tant de problèmes, la discrimination, sur la méconnaissance de la maladie, comme quand il disait qu'il y avait des gens qui avaient des cancers de la peau parce qu'ils ne se protégeaient pas suffisamment, des choses comme ça, donc c'est tout ça que j'ai retenu, quoi. On était vraiment ravis de l'accompagner sur cet événement pour sa qualité d'humoriste, mais également ses qualités humaines en tant qu'un défenseur de la cause de l'albinisme. Vaincre le complexe de la couleur de sa peau, s'habituer au regard des autres. Ce sont les premiers défis à relever pour Falache. L'handicap, c'est dans la tête. Voilà, une personne, quand tu penses que tu es handicapé, tu restes handicapé. Loin des salles de spectacle, nous retrouvons Aminata Koulibaly au quartier Abobo Habitat. Assistante sociale de profession, elle est mariée et mère de 4 enfants. Son accession au métier d'assistante sociale ne fut pas aisée. Quand on vous regarde, on vous dit, ben toi, est-ce que tu pourras assumer? Mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Je n'écoutais pas tout ça. J'ai passé mon concours, par la grâce de Dieu, ça a marché. Le travail, rien que le travail, pour s'imposer. Je reçois des enfants qui se plaignent parce qu'à l'école, leurs amis les traitent de ci ou ça. Je leur dis, ben, la meilleure manière de leur montrer que vous êtes pareil qu'eux, et même mieux qu'eux, c'est de travailler, c'est de donner des meilleurs résultats. Aider les enfants albinos en situation de précarité à s'épanouir et à accéder à un avenir meilleur. Dame Koulibaly et son époux en ont fait un sacerdoce. Ces jolis petits bonhommes là, je l'ai récupéré tout récemment. Il vient d'un petit village derrière Kolia. Le grand-père de l'enfant m'a dit que l'enfant est dans une situation d'insécurité au village là. Parce que quand il est seul au village, les gens viennent lui couper les cheveux. Au point que quand l'enfant voit quelqu'un s'approcher de lui, tout de suite, il protège sa tête. Comme Aminata et Falache, Sylvie, épouse et mère de 3 enfants, assume pleinement son albinisme. Son entourage y a contribué. J'ai grandi dans une famille où quand je suis arrivée, tout le monde était content d'avoir l'aide blanche. Ça mange avec moi, on dort ensemble, ça me touche, il n'y a pas de difficultés, de trucs. C'est celui-même qui n'est pas moi-même, m'accepte. Mais pourquoi? Il ne faut pas m'accepter moi-même. Moi, je me plais. Je suis belle, j'ai la taille, j'ai ma forme. La confiance en soi, cette mère tente continuellement de la transmettre à sa progéniture. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, les autres ne pourront pas t'accepter. Il faut t'accepter tel que tu es, parce que tu n'as pas le choix. Contrairement à Sylvie, Léa a encore du mal à s'épanouir dans son environnement. Dans mon quartier, quand je sors, c'est comme si une personne comme moi n'a jamais été vue dans les rues. Les gens me regardaient de gauche à droite. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Comment se détacher du regard des autres en tant qu'albinos? Quelles solutions pour aider les personnes albinos à s'épanouir dans la société? Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Odile Pohan, psychopédagogue et experte en genre. Vous ne pourrez pas enlever la méchanceté de certaines personnes qui est de se moquer, de rejeter. Mais quand moi-même je m'accepte, je m'impose aux gens avec ma couleur de peau parce que j'ai autre chose à offrir que l'emballage corporel qu'on appelle peau. Pour cette experte,
Les personnes albinos ont besoin d'être protégées juridiquement. Il y a eu tellement de choses mystiques sur eux qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en sécurité. Et quand c'est comme ça, il faut prendre une loi. La célébration de la 8e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin dernier, a été l'occasion pour l'Association des albinos de Côte d'Ivoire de faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales. Tu obtiens un diplôme pour accéder à la fonction publique. On dit non, toi, il faut un concours dérogatoire pour qu'on te prenne à la fonction publique. En matière de santé, on a des taches sur la peau. Pour les enlever, la séance la moins chère, c'est 10 000. On n'a pas de subvention. La Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire, nous aussi, nous devons participer. On ne doit pas rester en marche. Selon le professeur Kwame Kanga, la peau est l'un des plus gros défis auxquels font face les albinos. Si un albinos entre au soleil, vous verrez que sa peau va devenir rouge, sa peau va se dégrader et des lésions précancéreuses vont apparaître. Et si on n'arrête pas cette évolution-là, la personne va développer des cancers de la peau. Vu l'accès difficile aux soins pour les albinos, ce spécialiste de la peau a mis en place un projet innovant dénommé Albivoir pour prévenir les problèmes dermatologiques et ophtalmologiques auxquels font face les albinos. La prévention consiste à protéger la peau avec des crèmes solaires, d'où la fabrication de crèmes solaires qu'on va distribuer gratuitement. La prise en charge va consister à aller faire du dépistage précoce dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Pour sa part, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, entend jouer sa partition. Dès l'instant où il y a une discrimination, les droits de l'homme doivent être là. Il est grand temps que cette communauté des albinos soit vraiment insérée. Que les personnes qui font des rituels avec des enfants albinos, que la loi leur inflige toute sa rigueur. Et aux albinos eux-mêmes, je leur demande de marcher avec fierté. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 6300 personnes vivant avec l'albinisme. L'inclusion de cette communauté dans le tissu social se présente comme un objectif majeur. Éviter la discrimination et la stigmatisation ferait le plus grand bien à ces milliers de personnes qui ne demandent qu'à s'exprimer dans la société. Voilà un sujet de Khalil Diomandé, commenté pour vous par Jean-Marc Tchadji. Parlons à présent de célébration de la beauté et de l'excellence. Ce samedi 2 juillet 2022 se tiendra dans la soirée au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire la finale Miss Côte d'Ivoire édition 2022. Et pour prendre part à cet événement, la Miss Monde, Carolina Bilowska, est à Abidjan depuis hier. Elle a été accueillie au salon d'honneur de l'aéroport Houphouët-Boigny par le président du comité Miss Côte d'Ivoire, Victor Yapobi. Revivons ensemble les instants de son arrivée en terre ivoirienne avec Issa Tcholonyeo. C'est un grand coup que vient d'effectuer le comité Miss Côte d'Ivoire, dirigé par Victor Yapobi. Pour la première fois depuis l'existence du concours de beauté, la finale 2002 sera illuminée par la beauté de Miss Monde 2021, élue le 16 mars de cette année à Porto Rico. La Polonaise Carolina Bilowska est arrivée ce vendredi à Abidjan, accompagnée par la présidente de Miss Monde, Julia Morley. Elle va rehausser avec éclat la finale de Miss Côte d'Ivoire au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Victor Yapobi, président du comité, se réjouit de la présence de la plus belle femme du monde en terre ivoirienne. Je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire un aboutissement, puisque cela a été possible parce que nous avons travaillé pendant beaucoup d'années pour ça. Et Olivia, qui a été, n'oublions pas, classée 3e cette année à Miss Monde, avec tout cet engouement, a fait que quand on a passé l'invitation, le comité Miss Monde a répondu favorablement. Je tiens à préciser que ça a été très facilité aussi par la première dame, qui nous a vraiment facilité la tâche au niveau de la logistique pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et je pense que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. La finale de Miss Côte d'Ivoire est prévue pour ce samedi 2 juillet 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Celle qui succédera à Olivia Yassé sera donc connue au terme de cette compétition, la beauté ivoirienne.
Et justement, en rapport avec cette actualité, la finale donc de Miss Côte d'Ivoire qui se tient ce soir, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du Comici, M. Thierry Kofi. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci de recevoir le Comici à travers ma personne. Je vous en prie. Alors notre reporter Issa Chonayeo disait à l'instant que, assurément, et c'est une question que nous allons reprendre, assurément on connaîtra eh bien, celle qui héritera de la couronne de Olivia Yassé, n'est-ce pas, ce soir? Effectivement, ce soir, au terme de l'élection, on devrait connaître le trio 2022. Alors, pour l'occasion, on a pu le constater dans le reportage, la plus belle femme du monde, Miss Monde, donc, est à Abidjan depuis hier. Alors, on imagine bien que ce sera certainement une présence qui va encore donner plus de couleur à l'événement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je pense que c'est le souhait de tout comité national de recevoir la Miss Monde lors de sa sélection nationale. C'est un honneur. Et je crois que cet honneur nous échoit de par le fait que nous avons la 3e plus belle femme au monde et la reine de l'Afrique, Olivia Yassé. Alors, une présence de Miss Monde à cet événement qui pourrait, hein, on va le dire, pourrait en rajouter au stress des candidates. Sont-elles psychologiquement préparées à cela? En tout cas, à affronter ce genre de contexte? Je pense que, vous savez, le slogan du Comici, c'est à la recherche de l'excellence. Et je pense que depuis les présélections, les filles sont confrontées à un stress progressif. Donc là, je pense qu'elles sont prêtes. C'est un stress progressif qui est géré. C'est un entraînement qui est mis en place pour pouvoir gérer justement ce stress. Alors, on ne saurait parler également de la présence de Miss Monde en Côte d'Ivoire sans parler de justement, eh bien, ce volet attractif qu'on a tous connu au moment de l'élection Miss Monde avec la participation de notre compatriote Olivia Yassé. On imagine bien qu'avec le positionnement que la Côte d'Ivoire a occupé, après que bien les Ivoiriens aient désormais mordu eh bien, dans la pomme de la qualité, de la perfection, est-ce que les standards seront des standards de perfection, bien sûr, seront pris en compte dans l'élection de la prochaine Miss Côte d'Ivoire? En fait, il y a longtemps que les standards sont mis en place. Mais c'est un peu comme les Jeux Olympiques. La même organisation peut donner lieu à plusieurs types de champions. En fait, c'est chaque champion qui se prépare à sa manière. Mais l'organisation centrale reste la même. D'accord. Mais les mêmes Jeux Olympiques peuvent donner lieu à 20 nouveaux titres. Et puis les mêmes Jeux Olympiques peuvent donner lieu à 2 ou 3 seulement nouveaux titres. Donc en fait, ce n'est pas l'organisation centrale qui est responsable, c'est la préparation des candidates. Et là, c'est à chaque Ivoirienne de se calibrer sur ce qu'Olivia vient de faire. C'est à chaque famille ivoirienne de bien préparer sa fille. Mais nous offrons toujours le même cadre. En fait, nous offrons un cadre qui permet aux jeunes filles de s'exprimer. Maintenant, il appartient aux jeunes filles de mieux se préparer. Alors justement, vous qui les fréquentez au quotidien, et qui certainement avaient une petite expérience ou une longue expérience de ce qu'elles font comme préparation au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur comment, généralement, elles se préparent pour aller à ce genre de concours? Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage. Au fil des ans, les jeunes filles s'inspirent des filles qui sont passées avant elles. Et là, effectivement, Olivia, par son professionnalisme, et je crois qu'elle nous a dit qu'elle a mis 5 ans à se préparer. 5 ans? Oui, je pense que c'est parce que, en fait, quand elle voulait se présenter la première fois, ses parents ont refusé. Et ils lui ont demandé d'attendre d'avoir son diplôme d'abord. Donc, elle a passé pas mal d'années à se préparer, de par ce fait-là aussi. Et donc, ça y joue, ça joue beaucoup, le fait de bien maturer sa préparation. Alors, les candidates, ce soir, donc, on connaîtra, comme on l'a dit, le nom de celle qui succédera à Olivia Yassé. Si on essayait de se mettre dans leur peau, à quoi peuvent-elles penser en ce moment? Je pense qu'il y a une certaine pression qui doit exister parce que relever ce défi-là n'est pas facile. Mais je pense qu'en toute personne, il y a la notion de gestion du défi. Donc je pense que les jeunes filles sont en train de se préparer et donneront le meilleur d'elles-mêmes. On verra bien ce soir ce qui va se passer. Et la présence de Miss Monde, comme on le disait, vient en rajouter, n'est-ce pas, à la qualité de l'événement, n'est-ce pas? Effectivement, il faut absolument tenir des standards internationaux. Donc, peut-être que le spectacle de ce soir va refléter cette petite nouvelle donne, à partir du moment où, déjà depuis 2 ou 3 ans, on avait beaucoup progressé dans l'exposition du concours. Il y a aussi l'explosion du numérique à travers le monde en général. Et puis après, il y a la revanche par rapport à la période Covid, qui a été une période qui a tout ralenti. Donc c'est un peu partout dans le monde, les comités d'organisation décuplent les plateformes médiatiques
à travers le net. Donc l'exposition de chaque concours devient beaucoup plus forte à travers les nouvelles plateformes, les nouveaux moyens de communication. Merci M. Thierry Kofi d'avoir répondu à différentes questions. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau et ensemble nous avons parlé bien de l'élection Miss Côte d'Ivoire. C'était un plaisir. Ce soir, merci à vous et les Ivoiriens vous suivront ce soir et suivront cette compétition certainement en direct ce soir. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Merci à vous. Et en attendant que le nom de la nouvelle reine de beauté ivoirienne soit connu, nous poursuivons le cours normal de cette édition pour juste rappeler qu'en basketball, une compétition, les éléphants basketteurs ivoiriens se sont imposés face à l'Angola dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2023. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Cet élément qui a donc été réalisé par Arsène Kouassi et Aude Alegbe vous sera sûrement proposé. Et puis, sachez que dans l'actualité internationale, en Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, après avoir renoncé à sa mobilisation du 23 juin dernier dans le but de donner une chance au dialogue sollicité par le Premier ministre Mohamed Beavogui, interpelle cette fois la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à la veille du sommet qui aura lieu à Accra. Une interpellation en direction de la CEDEAO afin que l'institution pèse de tout son poids afin d'obtenir un délai raisonnable de la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.